Imaginez un monde où tout serait interconnecté. Les humains, la nature, l'univers. Imaginez maintenant que ce monde existe, chez les Dinés Navajo. Ce peuple autochtone d'Amérique du Nord prône une philosophie de vie, celle de l'harmonie avec soi, les autres et la nature. Inspirée par ces traditions, celles des Navajo, l'association Navajo France permet aux femmes de se reconnecter à leur force intérieure. Cette association est soutenue par Nouveau Monde et ensemble ils lancent le programme Ojo, un programme immersif de 4 jours, conçu pour accompagner des femmes qui traversent des difficultés professionnelles. Peinture de sable, chant, immersion en nature, autant d'ateliers qui aident à retrouver confiance, équilibre et clarté dans son parcours. Ce projet pilote est guidé par Lorenza Garcia, passeuse de la culture Navajo, et le prochain séminaire aura lieu du 27 au 30 mars à Coutances en Normandie. Pour s'inscrire, tous les liens sont en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. La passion était tellement forte que j'y dédiais tout mon temps et toutes mes pensées et j'en rêvais même la nuit. Et quand on a une passion aussi forte pour quelque chose, ça crée de la performance. Et tant que j'ai été performant, je me suis dit ça pourrait être mon métier. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Et voilà. Ce serait parfait. Ça, c'est ton. Merci. Tu gagnerais beaucoup de temps. Ouais, après, de manière générale, je fais pas beaucoup de montage. Ok. Parce que j'aime bien justement garder le côté un peu brut de la discussion et tu vois, j'ai pas envie d'enlever les j'ai pas envie d'enlever parfois les moments de blanc parce qu'ils veulent dire des choses aussi, tu vois. Ok, trop bien. Donc, pour que ce soit au plus naturel. Ouais. Puis ça montre aussi l'imperfection, c'est cool. C'est une interview trop lisse. Ouais, on parlait de ça d'ailleurs avec Audin. Audin, tu l'appelles Aubin. 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 Vous parliez de quoi? On parlait de l'industrie du film de ski et là de ce à quoi on réfléchit ces derniers temps, de montrer le vrai. En fait, dans ce que tu montres aux gens et dans l'imaginaire que tu construis, ils arriveront jamais à atteindre avec leurs yeux ce que tu as montré avec une caméra et c'est assez triste. Ça te dit, on commence l'épisode maintenant? Mais tout à Parce fait. que j'ai trop envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Ah allez, go. C'était au milieu d'une semaine de montage à Grenoble, en fin de journée. La nuit était déjà tombée. Mathieu Navillot s'est déplacé jusqu'à moi pour recevoir le micro jaune, lui qui n'aime pas conduire dans la nuit. J'avais déposé quelques coussins par terre dans la chambre de Johan, en improvisant un studio d'enregistrement nomade. C'était pas le grand luxe, mais c'était suffisant pour ouvrir un espace de parole qui permettrait à Mathieu de se confier. Et je crois que ça a marché. Depuis tout petit, Mathieu glisse. Quelle que soit la saison, il court, vole, roule. Autant de pratiques qui lui permet de passer son temps en montagne. Parce que pour lui, il n'y a véritablement que ça qui compte. Sillonner les routes, les pistes, les sommets. Il est skieur professionnel, oui, mais ce n'est pas là l'essentiel. Ce qui compte pour lui, c'est de composer des choses avec ça. Des films, des textes, des créations qui laissent voir d'un héritage, d'un engagement et d'une sensibilité. Avec Mathieu dans cet épisode, on parle de compétition, de solitude et de grands espaces. J'espère que cette écoute t'invitera à ouvrir la porte du grand dehors. Est-ce que tu penses que les gens justement attendent plus, aiment plus cet incroyable ou au contraire ils espèrent plus de l'authenticité? Alors pas forcément plus vu, mais en fait c'est très trompeur ce que tu vois à l'image si, j'en sais rien, on va prendre l'exemple, il y a un renard qui marche dans un champ. Si tu filmes ce renard ou que tu fais une photo de ce renard, dans l'idéal t'essayes de faire la photo à l'image de ce que toi t'as vu. Et si tu veux faire encore plus beau, tu fais un plan de drone, tu te rapproches du renard. Bon, encore pire, tu l'embêtes du coup. Mais voilà, tu peux faire une image encore plus incroyable que ce que tu as vu avec les yeux, mais ça veut dire que les gens, ils vont voir cette image, ils vont se faire une idée
incroyable de ce renard qui marche dans un champ, qui est supérieur à s'ils l'avaient vu avec les yeux. Et le jour où ils vont aller dehors, ils vont vivre une expérience peut-être moins forte que ce qu'ils ont vu à l'image, et je trouve ça triste. Ouais, ça erronne un peu la réalité. Ouais, et je pense qu'il faut qu'on fasse avec la réalité qui est déjà magnifique, et que pour faire rêver les gens, on a juste à leur montrer ce qu'on voit à travers nos yeux. Et c'est ce que tu essaies de faire, toi. Tu es skieur professionnel et président de l'association Une bouteille à la mer. Ça, c'est ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que je suis ? Je suis quelqu'un qui a pas énormément d'énergie, mais beaucoup de passion. Je suis quelqu'un de vraiment passionné par la beauté de mon environnement, de ce qui m'a fait grandir, par ce qu'on m'a appris, par ma famille. Ouais, je pense que je suis ça. Pourquoi est-ce que tu dis que tu n'as pas beaucoup d'énergie ? Sur quel plan ? Parce que je suis assez frustré, parce que j'ai plein de bonne volonté, d'idées, d'envie folle, et que en fait moi le soir je suis explosé, il faut que je fasse autre chose que travailler, il faut que je dorme, et voilà. Et en fait j'aimerais trop avoir une énergie débordante, ce qui est le cas de plein de personnes sur cette terre qui n'ont pas besoin de dormir ou qui n'y arrivent pas et qui sont tout le temps productifs. Moi j'arrive pas à être tout le temps productif. Mais la journée, de manière générale, tu as quand même de l'énergie ou pas ? Je veux dire, il y a des moments comme le matin où, évidemment, qu'on peut pas être tout le temps plein d'énergie et se coucher à minuit et se lever à 6 heures. Plein d'énergie le matin. Ouais. Juste avant midi, où là, je vais faire à manger. Et après midi, j'ai une grosse baisse d'énergie parce que je mange beaucoup trop. Et là, cette baisse d'énergie, maintenant, je l'utilise. Je fais un semblant de sieste et je réfléchis à tous les sujets qui me font rêver. Mais ça me fait beaucoup avancer. Et après, je suis assez peu productif jusqu'à ce que j'aille dehors, par exemple, si j'ai bossé faire ma séance de sport, où là, je suis productif parce que j'ai très envie. Et après, la journée, elle est pliée. Je suis je construis plus rien. Et alors, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Eh ben, aujourd'hui, je vais bien. Je suis content d'avoir fait le déplacement. On a pu aller à l'escalade en plus, donc c'est tout gagné, tout positif. Et on est en fin de journée en plus, donc je suis désolée, là tu dois être dans ton down d'énergie. Non, là je suis stimulé par cette idée de ton podcast. Donc non, là je suis encore à bloc. Il y a une question que je pose à tous mes invités en introduction. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ? Waouh. Ce que la vie m'a appris jusqu'aujourd'hui, qu'il fallait la respecter et la respecter, puis la protéger, mais ouais, surtout déjà la respecter. Voilà, parce que c'est trop beau la vie, et que en fait la vie dans sa globalité, ouais, faut la respecter, c'est trop important. Comment est-ce que tu la respectes, toi ? J'y réfléchis tout le temps à me dire après on a tous une image de la vie. Moi, quand tu me dis la vie, là je pense principalement aux animaux, aux autres habitants de la terre. Je pense souvent à ça, et puis après à tout le végétal, à tout ce qui vit sur cette terre et qui est impacté par les activités humaines, mes activités. Et en fait, ça, j'avoue que ça m'obsède et ça me pousse à réfléchir à peu près à tout ce que je fais, en me disant il faut que je respecte ça, il faut que je dérange le moins possible, tout en appréciant à fond ma vie. C'est ce que je fais. Mais tu vois, un exemple, quand je prends la route, parce que là on a pris la route, on a fait du covoiturage pour venir, et je pense au fait qu'on va rentrer de nuit et qu'il y a plein d'animaux qui traversent les routes la nuit, et que j'ai surtout pas envie de croiser la route naturelle d'un animal et de le ou la percuter. Ça me travaille toujours. Donc en fait, je sais que la nuit, je roule à 2 à l'heure. Tu es originaire de Tignes et depuis que tu es en âge de marcher, tu skis. Quel petit garçon tu étais ? Ah ouais, quel petit garçon j'étais. À Tignes, j'avais toutes les libertés.
Bon après je me souviens pas de comment j'étais. Je pourrais pas me voir aujourd'hui, mais mes parents m'ont dit que j'étais très cool. Je dormais déjà très bien, peut-être que j'avais déjà pas trop d'énergie. J'étais capable de rester tout seul pendant des heures et des heures, c'est toujours le cas, de me couper du monde pour réfléchir, pour apprécier tout un tas de choses. Donc calme, je dormais bien, très bagarreur, horrible. Dès qu'une personne manquait de respect, j'étais terriblement violent. Ça dérangeait peu à l'école ou aux anniversaires ou quoi, parce qu'il y avait toujours une raison, c'était jamais gratuit. J'étais pas un turbulent. Et ça rejoint presque au final ta volonté de prendre soin, tu vois, du monde, des autres, et donc en fait, tu n'acceptais même pas que les autres ne puissent pas prendre aussi soin. Et ça se manifestait par de la violence, là, pour le coup. Ouais, parce que j'étais pas encore éduqué. Alors c'était ou violence ou fugue. J'étais très fugueur aussi. Ouais, quand quelque chose me plaisait pas, je partais. Tu Ce fugues qui fait toujours que aujourd'hui? ouais, mais aujourd'hui j'ai le droit. Quand j'étais petit, j'avais pas le droit de partir de l'école, d'ouvrir le portail et de partir au bord du lac en courant. Aujourd'hui, quand je suis fâché ou que c'est trop dur, pour être calme, je m'isole. Je fais un gros pas de côté, mais je peux parce qu'il y a personne qui m'attend à la maison. Ta Donc, fuite, c'est l'isolement, aujourd'hui. Plus que d'aller en euh, nature? Ou alors tu t'isoles en nature? alors je m'isole en nature et parfois je m'isole tout court dans mon chez-moi. Quand je suis dans des lieux, c'est arrivé récemment d'ailleurs, je vais passer pour un taré, mais sur un événement où il y a beaucoup de monde à Paris et où j'étais pas du tout dans mon monde, je suis allé m'enfermer dans les toilettes pendant 10 minutes, le temps que les portes réouvrent, et après je me suis échappé dans une chambre d'hôtel. Voilà. Je te comprends, je fais ça aussi souvent Ah quand il y bah a des voilà. événements où il y a trop de monde et où c'est vraiment trop chargé en choses à digérer. Parfois, je vais aux toilettes, je trouve le prétexte des toilettes et puis je reste 5 minutes le temps de fermer les yeux et de redescendre un peu. Sachez que si ça va pas, vous pouvez aller aux toilettes. Ouais. Non mais ouais, ça marche trop bien. Bienvenue dans le monde des introvertis. Et ces fuites, ces fugues que tu pratiques en te retrouvant seul parfois, est-ce que ça t'aide justement à avancer ou est-ce que c'est une manière de repousser les problèmes à plus tard? Bah en fait, je pense que maintenant j'ai 35 ans, du coup je me connais un peu et de plus en plus à chaque jour, mais je pense que c'est une façon de faire retomber ce qu'il y a de négatif, rassembler le positif et puis ressortir armé pour affronter tout ça ou pour m'ouvrir à comprendre parce que bah tous les gens avec qui je partage pas les mêmes sensibilités ou quoi, ils ont été construits différemment et en fait ça vient souvent de ça, donc je suis armé pour les écouter, essayer de les comprendre et m'en servir pour les influencer. Je suis terrible, je veux influencer tout le monde, t'as vu. Et aujourd'hui, tu t'entoures de personnes aussi sensibles que toi ou pas forcément? Ouais, je pense que naturellement, tous mes proches, tous les gens avec qui je partage vraiment des choses, que ce soit dans le sport ou ouais, dans tout le reste. Après, je passe beaucoup de temps à faire du sport, donc c'est beaucoup Ouais. de gens du sport. Mais oui, on n'a pas forcément toutes nos passions en commun ou toutes nos orientations, mais il y a la sensibilité qui est en commun, ouais. Ce sport, c'est aussi oui, une manière pour toi de fuguer. Tu as été membre de l'équipe de France de ski freestyle pendant 6 ans. Mhm. Et aujourd'hui, tu passes la plupart de ton temps en montagne. Qu'est-ce que tu cherches finalement dehors? Alors, il y a plusieurs trucs. Dehors, je vais pouvoir voir la beauté bah, du monde qui nous entoure, parce qu'on vit rarement en plein milieu de la forêt sous des branches de sapin. Donc, ça, c'est ce qui nous entoure. Donc, ça me permet de sortir et de me rapprocher de quelque chose de vrai. Je trouve que le vrai, ça fait beaucoup de bien. Donc le sport, je le pratique pour ça. Je le pratique parce que c'est aussi ma manière de vivre. Donc des fois, je sors dehors ou je vais au ski et j'ai pas envie.
Et que ce soit pour aller faire des images ou pour aller faire des tests ou pour exister, bah des fois j'ai pas envie et je sors quand même. Tu te forces? Ouais, ça m'arrive de me forcer. Après, je le fais de moins en moins et je priorise et je vais vers les choses qui me font du bien et qui me font plaisir. Et puis j'essaye de m'éloigner au plus du mensonge. Parce que bah, des fois je mens, quoi. Je vais dehors. Bon, je suis très peu sur les réseaux sociaux, mais parce que les autres sont dehors et que j'ai cette espèce de pression. Et des fois, je le fais pour ça. Et donc les fois où tu vas dehors sans en avoir envie mais que tu te forces, c'est parce que tu ressens cette injonction à devoir y aller? Ouais. Ouais, ça arrive et de moins en moins parce que ça, j'ai mis le doigt dessus et je me suis dit que je voulais pas m'emprisonner là-dedans. C'est-à-dire que c'est mon métier d'être sportif professionnel, mais c'est ma passion avant tout. Et du coup, j'essaye aujourd'hui vraiment de faire le tri des émotions le matin et de me dire, bah voilà, là, pourquoi tu vas faire du ski, pourquoi tu vas dehors. Des fois, c'est pour être avec les amis, des fois, c'est pour une performance parce que j'ai envie de voir enfin, jusqu'où je suis capable d'aller. Ça peut être juste pour me déplacer, aller voir les chamois, les bouquetins, essayer de voir un aigle, le gypaète et tout. Et aujourd'hui, et c'est assez récent, enfin ça se compte en peu d'années, j'essaie de me dire au pas de la porte, bon bah là il faut t'habiller, t'as un peu la flemme, pourquoi tu vas dehors? Et à chaque fois que c'est pour me mentir, j'essaie de faire un pas de côté et puis de faire autre chose en fait, quelque chose où je me mens pas. Et qu'est-ce que tu vas chercher en toi dans la pratique du sport, au-delà des exploits que tu peux faire et de peut-être ce que les gens attendent que tu fasses en tant que skieur? Le ski, j'essaye de vraiment la technique et le beau geste, ça m'obsède. Donc en fait, ça pareil, c'est peut-être perché, mais j'essaye d'être juste techniquement parce que c'est un plaisir de faire les choses de la plus belle manière qui soit. Je dis danser parce que je pense que les danseurs et les danseuses, c'est pareil. Quand ils dansent, enfin, il y a différentes raisons, mais il y a aussi ce bonheur que de faire les choses très correctement et de la plus belle des manières. Donc il y a ça. Et puis ouais, souvent le ski, c'est un prétexte pour apprécier le ski, c'est des sensations de glisse. C'est des paysages qui sont souvent magnifiques, mais pareil, des fois quand les paysages sont pas dingues, que je suis en station et que je suis sur une piste damée, bah, j'ai vraiment ce plaisir de la glisse, donc je recherche ça. Et à quel moment le ski est devenu vraiment le sport central de ta vie? Comment tu as Euh, découvert cette glisse? Tout petit, parce que à Tignes, donc Tignes c'est à 2100 mètres d'altitude, c'est aux portes du parc national de la Vanoise, il n'y a rien d'autre à faire, c'est au-dessus de la limite des arbres. L'hiver, il y a des tonnes et des tonnes de neige, bon, de moins en moins, mais il y a quand même beaucoup de neige et tout tourne autour de la glisse parce que bah, tu vois du ski toute la journée, que ça reste la façon la plus simple de se déplacer. Enfin, tu vois, quand tu marches dans la neige et que tu en as au-dessus du genou et qu'on te met des skis aux pieds et que tu glisses, bah, c'est quand même cool, quoi. L'exemple de mon grand-oncle, donc un des frères de ma grand-mère, donc c'est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, hein. Il s'appelait Maurice, bah lui il avait une paire de skis pour descendre au village de Tignes qui a été englouti pardon depuis Recula. Mm. Il y allait en ski parce que c'était un flemmard. Donc ce plaisir de la glisse, ça a été un plaisir de flemmard et puis ça a été très lié à l'amusement parce qu'en fait c'est mes parents et mes grands-parents qui nous emmenaient mon frère et moi et que en fait bah, c'était trop drôle quoi, cette sensation de vitesse, le froid, pouvoir tomber et se relever hyper facilement parce que dans la neige, surtout quand t'es petit, tu te fais pas mal. Et puis ouais, je pense que ça m'a, d'ailleurs heureusement que ça m'a plu en Ouais, grandissant à Tignes mais dans une famille de skieurs. c'est ça en fait. Est-ce que dès les débuts, tu te souviens avoir aimé ça? Ou c'était quand même assez douloureux, tu tombais, c'était pas forcément une partie de plaisir et c'est à force de t'entraîner, à force de t'habituer au ski que tu as commencé à y trouver du plaisir. Alors si je dois parler plaisir, j'ai un moment où j'ai pas éprouvé de plaisir et je m'en souviens. C'est en fait quand t'es petit, il y avait beaucoup de téléskis qu'on appelait les tire-fesses là. Oui. Et je montais avec alors Gaël Delanlay, un moniteur de ski de Tignes, un pote à mes parents qui m'emmenait au ski
je crois que c'était le soir ou très fin de journée, et je devais monter sur ces perches avec lui, et en fait ça me faisait trop mal aux fesses quoi. Et c'est le seul mauvais souvenir que j'ai aucun souvenir de chute quand j'étais petit. Et les seuls moments un peu négatifs, pareil, une fois, c'est la frustration de pas avoir droit de descendre Tauvière, une piste de ski à Tignes, parce que j'étais trop petit. Et mon frère, qui a 2 ans et demi de plus, avait le droit, et j'étais redescendu dans les œufs avec ma grand-mère. Et je me rappelle de les voir skier en dessous et de me dire, mais j'ai pas peur, je vais pas me faire mal, je suis capable, alors que je devais très très mal skier si mes parents m'ont pas autorisé. Mais j'avais aucune peur, aucune appréhension. Si j'ai un souvenir qui reste un peu bloqué, mais c'était pas pire, ou sur retenue de faire pipi, en fait j'ai jamais pu arriver jusqu'à l'appartement où on habitait, et je me suis pissé dessus et il y en avait plein les chaussures, et ça voilà, c'était un peu le petit mauvais côté. Mais c'est que des souvenirs comme ça ultra isolés, tout le reste c'est que du pur plaisir. Et à quel moment tu t'es dit que ce plaisir, ça pouvait en être ta vie et en faire ton métier? Eh ben, c'est venu assez rapidement parce que Tignes accueillait beaucoup de compétitions. Mon papa, il était au club des sports et il était souvent responsable technique sur des grands événements. Et je voyais en fait des grands qui étaient toujours super cool avec nous, qui avaient toujours le sourire vissé sur le visage. Et je me suis toujours dit, bah moi, je veux être fort comme eux. Et en fait, j'ai vraiment été inspiré par cette élite du ski qui était à Tignes. Et parfois, c'était pas l'élite, mais moi, je les voyais comme des grands qui performaient. Je me suis dit, bah, leur métier, c'est de glisser, de rigoler. Je voyais pas tout l'aspect stress, entraînement à côté et tout. Je voyais que du plaisir et je me disais, bah, moi, je veux faire ça. Et puis, je pense que la passion était tellement forte que j'y dédiais, bah, tout mon temps et toutes mes pensées, et j'en rêvais même la nuit, et que du coup bah quand on a une passion aussi forte pour quelque chose, bah ça crée de la performance, et tant que j'ai été performant, je me suis dit bah ça pourrait être mon métier. Et tu avais ces exemples en effet autour de toi de personnes qui ont pu en faire un métier, donc un jour se dit bah, pourquoi pas moi. Tu parlais de moments aussi plus difficiles, forcément il n'y a pas que du plaisir, il y a aussi des concessions, et je pense aussi à un rythme de vie à prendre qui n'est pas forcément évident. Quels ont été les moments les plus difficiles au final? Alors ça, on s'en rend compte après, quand on grandit, parce que du coup, moi j'ai dédié toute ma vie au ski, donc l'école, alors j'ai continué à aller à l'école parce que c'était imposé, mais les seuls efforts que je faisais, c'était avoir les notes minimales pour avoir les libérations au ski études pour aller sur mes skis. Donc tout a été orienté là-dessus, et puis bah plus on avance, plus on a de contraintes, bah parce qu'on veut rester, enfin moi je voulais rester dans un cursus scolaire à peu près normal, donc il y a de plus en plus de choses à faire en parallèle. Donc déjà pour vivre en société, parce qu'il n'y a pas que le ski, il faut s'éduquer à côté, et donc ça jusqu'en première ça a été vraiment une contrainte. Après j'ai compris que c'était intéressant et que ça servait à quelque chose. Mais donc jusque tard, donc ça a été vraiment de lutter pour faire le minimum à l'école sans me faire virer, parce que c'est venu bon nombre de fois sur la table. Donc ça, c'était les à côté qui faisaient que ça entachait un peu ma pratique, mais c'était lié. Et puis après, bah toutes les concessions mais quoi que c'était pas vraiment une contrainte de la préparation physique, tout ça, j'adorais ça. M'entraîner pour être performant, j'adorais, je le vivais pas mal. Jamais eu de mal à me faire mal pour être fort. Donc non, ça allait. Bon, il y a la période, on va dire, jeune adulte où bah, tous les copains ils font la bringue, ils sortent, et où toi, bah, tu le fais pas. Ils fument des pétards, bah toi tu peux pas parce que t'as des contrôles antidopage. Toute cette période d'amusement où j'ai dû mettre de côté. Mais je peux pas dire que c'était vraiment une souffrance. Je pense que c'est la scolarité qui a vraiment été une souffrance jusqu'en première. Parce que tu avais l'impression de jongler entre deux vies finalement. Ouais, c'est ça en fait. Il y avait une vie de pur plaisir. Vraiment, c'était full plaisir. Les entraînements, souvent, j'allais en montagne avec mon père ou avec le chien, ou pour faire mes séances de volume, bah, j'allais aux champignons. Enfin, tout était génial. Et puis, j'avais le scolaire à côté qui me tirait vers tout ce que j'aimais pas, c'est-à-dire me mettre les fesses sur une chaise et écouter. Et en fait, j'étais pas assez ouvert pour en comprendre le sens.
Et du coup, je mettais vraiment pas de sens à ce que je faisais et je le faisais pour pouvoir aller au ski. Donc en fait, je prenais le problème à l'envers et ouais, c'était ça le souci. Et est-ce que la pression de la performance, elle n'était pas trop envahissante? Si ça a été assez terrible à partir du moment où ça devient sérieux. C'est-à-dire qu'on a des sélections constantes et que il y a forcément des périodes où on est moins bien. Puis plus on avance dans le niveau, plus on est confronté donc en sélection avec d'autres gars qui sont tout aussi forts que toi. Et du coup, ça devient rapidement une pression parce que tu as envie de performer, d'aller amener ton plus gros sourire. Ça rend heureux de gagner. Moi, j'ai jamais eu l'esprit de compétition, mais j'étais très heureux de gagner. C'est peut-être ce qui m'a manqué, l'esprit de compétition, je sais pas. Faudrait en parler à un sociologue ou une sociologue peut-être. Mais ouais, ça met la pression et ça, à la fin, j'en avais vraiment marre. Je supportais pas cette pression et cette confrontation. En fait, c'est une famille. Je vois l'équipe de France, le comité qui est avant l'équipe de France, c'est une famille. Le club, c'est une famille et tu te confrontes à ta famille. Et tant que tu gagnes, t'as pas on te confronte pas parce que t'es au-dessus, mais quand t'es sur la même marche, et t'es contraint, tu te sens poussé par l'autre. Quand t'es tout le temps premier, je pense que t'es jamais en confrontation et du coup tu le vis bien et t'es bien dans ta famille. Quand t'es sur les marges juste en dessous, moi je le vivais mal, ouais. Et quand tu pratiques aussi le sport à haut niveau comme tu le fais, il y a un rapport au corps qui doit être assez intéressant à expérimenter, Ouais. puisque d'autant plus tu nous dis que tu considères que tu as une petite énergie. Et quand tu fais de la compétition, tu es un peu dans cette injonction à devoir toujours être en forme, devoir toujours t'entraîner, même quand tu n'as pas l'énergie pour. Et comment est-ce que tu apprends à écouter ton corps entre les moments où ton corps impose vraiment le repos et à la fois cette discipline que tu dois malgré tout tenir? Alors moi je l'ai appris tard, ce que je me prenais pour un super-héros. En fait, mon père, mon oncle, ils ont tous fait du haut niveau, ils se sont jamais blessés. Et c'était marrant parce que c'est la réputation de la famille. T'es imbrisable. Et puis moi, j'étais imbrisable jusqu'à mes 19 ans et beaucoup, où là, j'ai tellement forcé que j'ai un peu tout cassé. Enfin, sur une partie de mon corps, sur un genou. Parce qu'en fait, j'avais tellement cette passion, mon rapport au corps, il était hyper simple, parce qu'en fait, je surentraînais mon corps, et mon corps, il me disait rien de mauvais. Et puis j'ai toujours une capacité à fermer les yeux sur la douleur physique. Et en fait, j'ai vraiment tiré sur mon corps jusqu'à la rupture. Et là, j'ai appris qu'il fallait des temps de repos. Mais sinon, je parle d'énergie basse, mais en fait, je suis capable physiquement d'endurer beaucoup, beaucoup. Et en fait, d'endurer trop. Et ça, je sais que j'étais encore j'étais en équipe de France, j'étais encore au lycée. Et au lycée, je faisais les entraînements avec les potes de classe. Et je faisais les entraînements qui étaient sur le calendrier d'entraînement de l'équipe de France le soir. Donc je redescendais après manger à la salle. Donc je faisais le double d'entraînement, ce qui n'était pas du tout préconisé par mes entraîneurs, mais je le faisais parce que j'avais les capacités de l'endurer. Puis un jour, le corps, il a explosé. Mais donc quand tu as habitué ton corps à être autant entraîné et autant dans l'action, comment est-ce qu'on arrive à accueillir le calme et le repos? Est-ce que c'est inconfortable? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est pas inconfortable parce que j'ai beaucoup de passion à côté. Beaucoup de passion pour ce que je fais avec l'association Une Bouteille à la mer. Beaucoup de passion que j'ai à écouter des podcasts, par exemple, à lire des livres, à voir ce que des gens moi qui m'inspirent font. Et du coup, ces temps maintenant, ils passent tout seuls. Avant, quand j'ai arrêté ma carrière, donc qu'on dit de sport de haut niveau, donc c'est les listes ministérielles, et je suis passé à sportif professionnel. Et là, je me suis entraîné encore plus parce que je voulais plus avoir d'entraîneur physique, je voulais tout faire tout seul. Et là, je m'entraînais encore beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, c'est d'avoir quelque chose à côté qui m'a permis de prendre des temps de repos. Toi, tu as plusieurs activités à côté, donc tu nous parlais de ton association Une Bouteille à la mer.
qui vise à sensibiliser le grand public à la protection des écosystèmes naturels pour impacter les gens. Tu es aussi passionné de pêche. Ouais. J'ai lu ça dans un article, je sais plus où. Ouais. Et c'est de fait ça qui t'a aussi un peu sensibilisé à la pollution, parce que tu voyais les cours d'eau s'aggraver d'année en année. Mhm. Et tu as aussi la réalisation de documentaires. Il y a un passage que tu as posté, il me semble, sur Instagram. Je sais plus où j'ai trouvé ce texte, mais il m'a beaucoup parlé. Et il parle de notion d'héritage. Je vais lire ce texte. Voyager à travers ce que l'histoire nous laisse voir d'un héritage. Sillonner les routes, les pistes, les sommets avec une bande qui le veut bien. Rencontrer, découvrir, lire et s'instruire autour d'un sujet de société. Ouvrir les yeux sur un passé pour construire l'avenir. Ce sont des mots donc que tu as déposés sur Instagram. Mhm. Qu'est-ce que l'histoire nous laisse voir d'un héritage ? Les lieux sur lesquels, donc là c'est dans le cadre d'un film qu'on a fait autour de l'héritage olympique. En fait, on a voulu se déplacer pour voir ce qu'est cet héritage, voir encore une fois avec nos propres yeux sans regarder ce que les médias en disent ou ce que les autres en disent. Là, la thématique des jeux pour nous, là je vais parler pour les copains aussi, elle divisait beaucoup trop, donc on s'est dit on va aller voir plutôt que de lire, et puis on lira après, on continuera à s'enrichir. L'héritage, je pense qu'il faut se faire ça, dans la mesure du possible, sa propre idée d'un héritage avec ses sensibilités et tout. Et ton idée à toi, c'est laquelle ? Mon idée à moi d'un héritage, Oui. en fait, on devrait laisser que le beau. On devrait, avant de partir, on devrait nettoyer tout ce qu'il y a on va dire, de négatif. Et souvent, l'héritage, c'est pas que le beau. Moi, j'aimerais que ce soit que le beau. Voilà. Mais le beau ne va pas sans le pas beau. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, on a chacun différentes échelles, mais oui, le beau va pas sans le pas beau, effectivement. Tu participes aujourd'hui donc à plusieurs tournages de films. Tu as récemment sorti Notre ère, co-réalisé avec Dorothée Adam. C'est un film qui retrace plus d'une année d'expérience autour de l'air pour une famille incroyable. Et tu as aussi réalisé Retour de flamme avec Fabien Mayhofer. Bref, tu fais des films, ça t'occupe beaucoup de temps. Qu'est-ce qui permet ces films ? Alors, ces films... Alors, ça occupe beaucoup de mon temps, mais Retour de flamme, j'ai pas fait le montage. C'est Fabien qui l'a fait. Moi, j'ai juste coécrit. Je fais la partie qui me plaisait. Ça occupe quand même du temps d'écrire. Même si ça te plaît, c'est du temps. Beaucoup de temps. C'était quoi la question ? Qu'est-ce que ces films y permettent ? Ah, alors je sais pas ce qu'ils permettent, mais j'aimerais qu'ils permettent de voir à travers nos yeux de gens honnêtes quelle est la réalité des choses, quelle est la réalité d'un terrain, quelle est la réalité d'une performance. J'aimerais, c'est comme une photo de Cartier-Bresson, c'est du 50 mm, il essaye de montrer il a essayé de montrer ce qu'il voyait. J'aimerais faire la même chose sans mentir, parce que je trouve que parfois c'est où on occulte la vérité, où on la où on la surjoue, on la rend trop belle par rapport à ce qu'elle est. Et du coup, ces films, j'aimerais bien qu'ils servent à montrer la vérité vraie. J'ai un problème avec le mensonge. J'ai menti à ma mère quand j'étais petit, quand j'avais 5 ans. Et ça a été la pire honte de ma vie, et je veux plus mentir. Voilà. D'où ça C'est quoi vient. le vrai pour toi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est vrai ? Ce qui est vrai, c'est ce qui est naturel. Par exemple, un petit chamois qui joue dans un évé au printemps. C'est quelque chose de vrai. Il n'y a pas d'artifice. Il y a pas de. C'est juste là où il doit être, au moment où il doit être, et s'il n'est pas dérangé, bien évidemment. Mais c'est juste c'est juste la vérité, quoi. On arrive aux questions de fin, Mathieu. Ouais. Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui ? Ouais, je pense que je sais pas si je suis à ma place, mais je m'en rapproche
le plus possible et je fais tout pour être vraiment à ma place. Après, il y a plein de choses que je fais où je suis pas à ma place mais je fais reculer les contraintes à chaque fois et je suis de plus en plus en accord avec moi-même. C'est pas facile. Pour toi, être à sa place, c'est être en accord avec soi-même? Ouais, je pense que quand on est à sa place et puis on l'a choisi hein, et puis on peut la faire bouger dans l'idéal vers le haut, c'est le propre que de grandir et d'avancer. Mais ouais, c'est ça. Elle ressemble à quoi une journée de Mathieu Navillot? Ah, une journée, elles sont très diverses et variées. Mais la journée idéale, je me lève, euh, vu que je commence à vieillir, à avoir le corps raide, je moue le grain de mon café, je fais quelques exercices de yoga, petit déjeune, je me mets derrière ma vie de président d'association, donc je lis des mails, je vois à quoi va ressembler ma journée. Je vais dehors, je profite de l'extérieur pour diverses activités trop cool dehors. Je reviens, ça c'est en ce moment, hein, je travaille et puis bah je me déplace ou non, donc dans une salle de cinéma ou pour aller travailler chez mon pote Fabien ou quoi. Après, dans l'idéal, si j'ai l'énergie, je prends un bouquin parce que je suis un très mauvais lecteur et ça me coûte beaucoup au niveau énergie que de lire. Mais tu aimes ça. Ouais, j'adore. Ouais, je trouve que c'est ultra riche et c'est pour ça que je le fais de plus en plus et que je développe ma résistance à la lecture parce qu'en fait, c'est trop riche. Et tu lis moins qu'avant? Non, je lis plus qu'avant. En fait, enfant, je lisais pas du tout, mais du tout, du tout. À l'école, ma maman acceptait de lire mes livres pour l'école et de me faire des résumés. Ah oui, Ouais, et pourtant, elle a essayé, hein, mais elle a abandonné. Elle a vu que c'était trop dur pour moi. Donc, elle a été adorable. Merci, maman. Ensuite, je me prépare un bon repas. J'essaie de faire attention à ce que je mange. Parce que c'est quand même l'énergie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et le soir, alors en ce moment, c'est pas glorieux, mais enfin si, ça peut être glorieux. Souvent, j'ai tellement donné la journée que je suis bien cuit, donc je me mets derrière un film en fonction de l'énergie que j'ai, un documentaire ou vraiment une grosse bouse. Ça fait du bien au cerveau parfois. Ouais. Et puis je vais me coucher et là, au moment du coucher, juste avant le coucher, j'essaye de pas trop regarder mon téléphone. Parce que j'ai une capacité à être aspiré par autant des réseaux que des médias pas terribles et à scroller, donc pas aller au fond de l'information, à pas m'enrichir, à m'appauvrir. Et là, je me bats pour pas trop m'appauvrir. Et je m'endors et j'ai un sommeil terrible. Je peux dormir par terre sur des planches de bois, comme en montagne, comme partout où je dors. Wow, c'est une belle faculté. Après, je kiffe ma nuit. Mais attends, tu as quand même des journées ultra chargées. Enfin, de ce que tu décris. Et avant, au tout début de l'épisode, tu disais que l'après-midi, souvent, mais juste zéro énergie. Mais en fait, tu fais tellement de trucs, c'est normal que tu sois fatigué. Oui, Par contre, tu as omis la sieste, hein. Ah oui. Ah bah ouais, ça, non, mais ça, c'est important. Il y a toujours la sieste et c'est, en timing, c'est entre 20 et 35 minutes. Tu sens que ça te recharge vraiment? Ah, c'est dingue. Et puis en fait, ça me permet de penser à tous les sujets qui me passionnent. Ben, je sais pas, une idée de film, des idées de photos ou quoi. Et ben en fait, j'y pense à ce moment-là et dans la journée, j'arrive pas à me créer d'espace pour réfléchir sans les contraintes extérieures. Alors que là, je me dis, je dors et du coup, j'éteins tout ce qui se passe autour et je pense à tous ces trucs. Et la plupart des idées, des clics ou volontés que j'ai, ça vient de sieste, quoi. Mais c'est presque une phase de méditation, en fait. Tu dors pas vraiment si tu penses à ça. Je dors pas vraiment, ouais. Ouais, non, je dors pas vraiment, c'est juste de la détente. Et oui, ça doit ressembler à la méditation. Peut-être pas aussi efficace que la méditation parce que j'ai pas de clé pour le faire, mais en tout cas, ça marche fort. Qu'est-ce que le mot émerveillement t'inspire ?
Ah bah là, c'est marrant, il y a un endroit, c'est un peu là d'où viennent mes ancêtres du côté de mon papa, qui est proche c'est en dessous, c'est un peu plus bas, de la Grande Sassière à Tignes, dans le parc national de la Vanoise. Et en fait, j'étais monté faire une rando avec mon père. Ma maman était pas là, j'avais déjà un certain âge. Et on s'est assis au-dessus d'une barre rocheuse avec mon père. D'ailleurs, on s'est pas assis, on s'est allongé sur le ventre. Et on a regardé avec les jumelles, je reviens à cette image du petit cabri, donc du bébé chamois qui joue et qui fait des roule-boules dans un évier. Et en fait, de les regarder être aussi heureux par l'arrivée du printemps et vivre à leur place et en accord avec eux-mêmes, que c'était dingue à regarder. Et c'est un moment fou parce que l'herbe était d'un vert fou. Mon père était heureux. Ouais, c'était dingue. Donc c'est ça l'émerveillement, c'est regarder la vraie vie, quoi. Et la liberté, c'est quoi pour toi? Ah, la liberté, je pense que je suis pas mal là-dessus, c'est de... Enfin, je suis bien dans ma liberté. C'est de savoir dire non, faire accepter les choses qui sont bien pour soi et qui sont pas forcément bien vues, prendre le temps de faire la sieste en ayant rien à faire de ce que disent les autres, qui dit mais tu fais la sieste, t'es un fainéant. Tu glandes là. Savoir ne pas s'imposer les choses pour être bien dans le regard des autres, mais être juste bien à travers l'image qu'on se renvoie à soi-même. Ça c'est trop cool. Savoir dire non à un sponsor qui te dit il faut que tu mettes tel et tel style de photo sur Instagram parce que ça fait bien. Juste dire non, et ça en fait ça fait trop du bien, et c'est la liberté. Tu y arrives à dire non? Ah ouais, moi je suis un professionnel pour dire non. Ouais. Depuis toujours, ou ça s'est appris? Faudrait que je demande à mes parents. Je pense depuis toujours. Je dois avoir des très bons arguments. Ouais, si, parce qu'à l'école, même en 6e, j'étais capable de dire non à mes profs quand ils me disaient demain tu vas faire tes devoirs. Et en fait, je voulais pas m'imposer des choses qui me correspondaient vraiment pas, ou sur lesquelles je mettais pas de sens. Gamin, j'avais pas toujours raison. Aujourd'hui, j'ai toujours pas toujours raison. Mais je fais au mieux pour faire les choses et les mettre à la bonne place. Voilà. On arrive à la question signature du podcast. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Quel message? Eh ben, d'être libre, et puis de regarder ce qui se passe autour, dans le vrai, dans tout ce qui était là avant, dans tout ce qui n'a pas été construit par la main de l'homme, et de voir en fait comme c'est beau, comme c'est riche, et comme en fait on doit le voir pour s'en rendre compte, et ouais, de juste apprécier ça. Ouais, apprécier ce qui est vrai et ce qui est naturel. Le vrai, ça compte beaucoup pour toi. Ouais, j'ai dit vrai 767 fois, désolé. Mais ça nous manque aujourd'hui, donc merci, on ne le dira jamais assez. Merci beaucoup Mathieu pour tous ces partages. Merci à toi. Merci pour tes réponses. Très confortable en plus. Ah bah écoute, je suis ravie, c'était vraiment du homemade là. C'est parfait. Et bon retour en évitant les animaux sur la route. Promis. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.